on va commencer les détails techniques. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas assisté aux conférences précédentes, on avait décidé, dans le cadre de la maîtrise du premier, de faire un cycle de 3 conférences, donc basé là sur Oreste et Electre. Ensuite, on avait fait une conférence sur Achille et Pentésilée, en complément avec Ulysse et Calypso. Et puis là, c'est le dernier cycle de la trilogie, peut-être même tétralogie, on pourrait dire, pour faire à l'ancienne. Donc il s'agit de Prométhée et Athéna. Alors, dans quelques mots, pour ceux qui n'étaient pas là, pour les infidèles, quoi. Donc l'idée, c'était qu'on avait analysé Achille et Pentésilée avec une sorte, si vous voulez, d'amour impossible, puisque Achille va tomber amoureux de Pentésilée au moment où il la tue. Donc c'est, on va dire ça, comme une décompression de l'instant. Alors qu'ensuite, on a fait une allusion donc, à Ulysse et Calypso, où là, on a une intervention temporelle bien plus importante, donc d'une période de 7 ans. Et pourtant, dans la mythologie grecque, alors que c'est mentionné, on a une tendance tous à songer et à penser que finalement Ulysse est resté très peu de temps avec Calypso. Or, il a voyagé 10 ans, il est resté 7 ans avec Calypso. Donc, c'est pas une petite parenthèse. Et donc là, maintenant, on arrive à Prométhée Athéna, donc avec ce crescendo. Donc, imaginez que Achille représente l'élément, si vous voulez, surdoué. Ensuite, on avait analysé Ulysse comme le génie. Là, on arrive en fait au niveau du Prométhée, au génie universel. Et là, de nouveau, on a un problème, une confrontation. Pourquoi? Tout simplement parce que Prométhée est un titan, alors que Athéna est une déesse. Par rapport à ça, donc, pensez aussi au contexte historique, pas seulement mythologique. Vous vous souvenez tous que Athéna est mentionnée dans les tablettes en linéaire B, les tablettes mycéniennes. Donc c'est une déesse ancienne. Ce n'est pas le cas par exemple pour Aphrodite. C'est une déesse qui est très particulière par rapport aux autres. Vous vous rappelez qu'elle est née casquée. Et là, on va avoir une allusion à cette thématique. Elle est née casquée de la tête de Zeus. Et la tête est fendue par Prométhée. Voilà. Donc ce cadre-là va nous donner, si vous voulez, en fait, l'antérieur avec le postérieur. Alors l'antérieur, c'est la phase des titans et des géants, qui vont être ensuite dominés par les dieux, les fameux dieux, avec comme chef, comme maître de guerre, le dieu des dieux, à savoir Zeus. Et là, il faut savoir, c'est pas tellement mentionné, c'est que Prométhée est le seul des titans qui va faire une coalition avec les dieux et qui va être en réalité le conseiller de Zeus. Donc, on le sait, d'ailleurs, quand Zeus perd une bataille, il est littéralement démembré, et c'est Prométhée qui va le recoudre. Vous vous rappelez, ça correspond à cette façon de faire, on en avait parlé dans la conférence précédente, à savoir quand on tue un ennemi, on le démembre pour être sûr qu'il ne va pas revenir de la déesse pour se venger. Donc, il y a cette relation, d'ailleurs, ne serait-ce que le fait qu'il lui permet de lui fendre la tête pour faire naître Athéna, c'est forcément une relation de confiance. Alors, au niveau de la situation prométhéenne, à l'époque où on va avoir une écriture du théâtre antique, par rapport surtout à l'Échille, on a déjà des temples dédiés à Prométhée. Ça, c'est quelque chose qui gêne le pouvoir. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte de commande qui est passée pour écrire un texte sur la mythologie grecque qui, en réalité, correspond à une tétralogie. Alors, au départ, c'est une trilogie tragique, et la 4e partie, c'est toujours une comédie, à cause de la tension qui est créée au niveau des spectateurs. Dans cette tragédie, donc, avec un triptyque, en réalité, nous n'avons plus que Prométhée enchaîné. Bon. Or, on sait qu'on avait Prométhée libéré dans le texte. Alors, c'est assez
surprenant. Pourquoi? L'idée, en gros, c'était que la première partie disait que Prométhée était le conseiller, la seconde partie, c'était que Prométhée se révoltait, et ensuite, dans la troisième partie, il retrouvait des éléments en commun. Et donc, en gros, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'élément intellectuel du conseiller revenait au sein du pouvoir. Alors, c'est toujours intéressant quand l'humanité oublie des choses exprès, c'est que ça, c'était une façon de réaccaparer le mythe de Prométhée et de le replacer dans le contexte donc, de Zeus pour dire que finalement, le moment de révolte est passé. Ce qui est intéressant, c'est que l'humanité n'a gardé que le moment de révolte, qui était en réalité la première chose qui était la plus caractéristique de Prométhée, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable d'aller à l'encontre des dieux pour le bien de l'humanité. Donc cette thématique est très importante. Elle se situe dans un contexte grec où la Grèce et les Grecs ont une tendance à avoir des valeurs et pas des principes. C'est un peuple de valeurs et pas de principes. Et on avait analysé ça en mettant en exergue l'exemple d'Antigone. Donc, si c'était un peuple de principes, ben, il suivrait la loi. Or, Antigone remet en cause la loi en disant qu'il y a des lois qui sont au-dessus de la société humaine, qu'on ne peut pas transgresser. Et là, ce qui est important, c'est qu'on voit donc la combinaison quasiment impossible donc, de Prométhée et d'Athéna. Alors, au niveau des thématiques, vous vous rappelez, je vous avais parlé de Robert Graves pour avoir des références sur la mythologie. Je pense que là, c'est un résultat positif pour la France. Donc, ce qui était important au niveau de Robert Graves, c'était de voir qu'il y avait plusieurs variantes dans le mythe. Donc, par exemple, vous connaissez tous Prométhée, mais souvent vous ne connaissez que le mythe principal. Bon. Donc, et pareil avec Athéna. Athéna, on la représente toujours comme chaste, etc. Or, on sait, dans une des versions du mythe, qu'il y a eu une tentative de viol de la part d'Héphaïstos. D'accord? Qui n'a pas un outil directement, on va dire ça. Donc, il y a un problème de la cuisse, ceux qui connaissent comprendront. Et ensuite, on a une autre variante aussi qui suppose qu'il y ait une relation amoureuse entre Prométhée et Athéna. Alors pourquoi elle n'a pas été mise énormément en avant? On va l'analyser à partir du texte, parce que c'est presque un oxymore. Puisque vous avez un titan qui correspond à la période antérieure, donc du passé, le présent c'est les dieux, et le passé intervient pour changer le futur. C'est pour ça qu'on va caractériser dans le propos, et c'est comme ça qu'on avait écrit ce texte, comme Prométhée étant l'indicateur de la mémoire du futur. C'est-à-dire que c'est un créateur de mémoire dans le futur. C'est une proposition assez audacieuse qui n'est pas forcément reprise par l'esprit humaniste. L'esprit humaniste est passif, alors que l'esprit prométhéen est offensif. Donc qu'est-ce que c'est l'esprit humaniste le plus simple possible? C'est la personne qui est intellectuelle, qui est quand même sensible à l'Antiquité grecque, qui retrouve ses sources, se repositionne par rapport à ça, mais en gros reste dans sa bibliothèque. Voilà. Donc, ce n'est pas pour minimiser le rapport, mais pour dire qu'en fait c'est un apport. Je pense qu'en France, vous pouvez très bien comprendre la différence entre l'humanisme et le siècle des Lumières. L'humanisme est passif, le siècle des Lumières est offensif. Donc il intervient, on va écrire une encyclopédie qui ne sera pas simplement produite, qui sera pour tout le monde, et on a une tendance à changer. Ça correspond en fait à l'esprit prométhéen. Donc on va utiliser donc, Patrice et Anne-Marie pour nous aider dans cet échange. Alors la structure un peu au niveau théâtral, alors là, en réalité, il s'agit d'un oratorio. Donc, il a été conçu comme un oratorio. Donc, il a 5 parties. 3 parties de dialogue, le 1, 3 et 5, et 2 parties de monologue. Alors, il faut que vous imaginez que dans les dialogues, on a Prométhée et Athéna, dans les monologues, on a, selon les versions, Pandore ou l'humanité. La première fois qu'on a monté cet oratorio, donc il était accompagné d'une musique de Reto
Neustadt-Elman, donc une musique classique. Donc ça a été joué à Londres. Et on avait donc deux acteurs de théâtre qui faisaient les deux personnages, et on avait une chanteuse lyrique, donc Lili Balakloti, qui était grecque. Alors, pour vous dire, le texte au niveau des dialogues a été écrit d'abord en français, par contre la partie chantée était écrite en grec. On l'a traduit l'ensemble en anglais, mais on a conservé la partie grecque au niveau du chant, à cause, vous imaginez bien, des problèmes de vocalise. Et ensuite, on a tout retraduit en français, et après, tout retraduit en grec. Voilà. Donc, après, le livre a été édité, et dans ce cadre-là. Donc, là, on va vous faire une version française. Hein. On va essentiellement se concentrer sur la partie récitative, donc à savoir les dialogues, puisque là, on n'a pas d'aria, c'est simplement dans le sens de l'oratorio au niveau du monologue par rapport à l'humanité. Et on a maintenant une proposition pour le faire aussi en Grèce, sur laquelle on travaille, où l'humanité sera représentée par un chœur. Donc on retrouverait le processus classique avec un chœur et deux protagonistes. Et donc là, donc Patrice nous lira les scoli, les didascalies, pour vous placer le cadre. Et avec Anne-Marie, on essaiera de faire le dialogue entre Prométhée et Athéna pour vous donner l'idée. Alors, on fera que la fois précédente. Alors, ceux qui n'étaient pas là ne savent pas, mais les autres savent, à savoir qu'on segmentera et on fera ce qu'on appelle des inserts. On expliquera certaines phrases qui peuvent être un peu lourdes comme ça, enfin brutes de décoffrage, si on n'a pas le contexte dans son ensemble. Donc, je rappelle, on est au niveau structurel, dans le 1, 3 et 5, on va avoir un positionnement. Ah, c'est toi qui me fais ces bêtises, c'est ça, très bien. Il essaie de me couper. Je suis censé venir pour m'aider. Il faut aussi. Voilà, un complot. Alors, oui, mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc on va voir après. Alors, donc la structure est là en base 5, comme l'histoire d'une main, et on prend le 1, 3, 5, exactement comme pour la trilogie habituelle. Simplement, vous vous rappelez, dans la trilogie d'Échille, on a très peu de dialogue, parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de mettre un protagoniste, enfin d'avoir un acteur. Tout était fait énormément par le cœur. Et la possibilité aussi de le mettre en place, c'était quoi? C'était qu'on avait aussi un chœur de Cyanide et un chœur de Myrmidon. Alors ça, on l'a transposé, puisqu'on a écrit aussi un livret pour opéra. Donc là, avec du chant, ça c'est complètement écrit en grec, pour pouvoir, le Centaure et le Titan, ça s'appelle. Et si vous voulez, c'est la continuation de ça. Alors c'est la continuation de ça antérieure. Puisque, enfin, une sorte de flashback pour parler français. Donc, pour dire en fait comment Prométhée va devenir ce qu'il est par l'intervention de Chiron sur la thématique de l'immortalité. Alors, on va commencer donc par Patrice, qui maintenant aura le droit de couper le micro. Athéna est seule dans le naos d'un temple. Elle représente l'unique élément féminin dans la masse de la puissante architecture, le seul élément vivant dans un marbre pensé, la singularité divine dans l'éclat humain. Son immobilité dégage une puissance étrange, son armure semble d'une légèreté impossible. Sa matière est inconnue de l'espèce humaine, elle la porte comme un habit de lumière. Le casque en arrière, elle pose sa main droite lourdement armée sur le marbre du mur. Seul son dos est visible. Malgré l'irruption de Prométhée dans le naos sacré, elle demeure impassible. Prométhée s'avance d'un pas décidé. Il semble furieux. Voilà, donc là vous avez le cadre, c'est un peu pour vous placer. Alors n'oubliez pas, on est dans un oratorio, donc on a une position quand même relativement statique, hein, c'est normal. Et là c'est pour expliquer le cadre. Si vous vous rappelez de la statue d'Athéna, qui est la fameuse Athéna pensive, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer au début. Et c'est pour ça que
elle est de dos, visible. Et ce qui est intéressant, donc imaginez maintenant un petit théâtre. Alors pour Lyon, le plus proche, ce serait l'Odéon de Fourvière. Donc imaginez que Athéna est dans l'orchestre, tournée de dos, et Prométhée arrive par la droite, ceux qui connaissent bien l'Odéon, donc arrive par la droite et pas par la gauche, pour avoir une position de contrepoint par rapport à l'entrée qui est habituelle du public. Et donc, arriver avec une éruption, et pensez bien que le public, voyant cette déesse, le public, donc, quand je dis le public, ce sera aussi bien l'Antiquité grecque, ce qui se passe en ce moment, et le public de théâtre. Donc, il a un personnage qui est habillé avec un costume qui est quand même vraiment caractéristique, qui représente une divinité, et d'un seul coup, on a une éruption par quelqu'un qui semble complètement incongru dans la situation. Donc, on est dans le temple. Donc, pour une vision, si vous voulez, un peu plus peut-être chrétienne, imaginez donc le Pantocrator, comme on dirait en Grèce, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui l'accuse, mais dans le temple. Donc, c'est vraiment pour montrer, si vous voulez, un acte qu'on appelle un sacrilège. Mais là, ce n'est pas un sacrilège classique, donc vous allez l'entendre, c'est que Prométhée dit Athéna, puis en la montrant du doigt, ton père a commis un outrage. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour lui parler, il vient au départ pour dire qu'il est accusateur. Donc il apparaît, si vous voulez, comme un procureur. Ce qui est quand même surprenant, puisque dans la justice divine, il n'y a pas d'élément de procuration, il n'y a pas de procureur. D'accord? N'oubliez pas que dans l'Antiquité grecque, les Grecs condamnent même les dieux. C'est pour ça qu'on a l'aérobage, parce que justement, il était jugé à Arès. Donc, la Cour suprême en Grèce s'appelle d'ailleurs comme ça. Donc, on a cet élément-là. Donc, ton père a commis un outrage. À présent, tu t'arroges le droit de juger le Dieu des dieux. Qui que tu sois, Titan, nul ne te l'a donné. Je suis celui qui le sait, et c'est l'injustice de ton père qui m'a octroyé ce droit. Tu ne sais que ce que les dieux font. Ton savoir n'est pas un devoir. Je le sais, c'est la raison de ma présence. Je reconnais la puissance de ta pensée. Alors, selon toi, quel crime a-t-il commis? Voilà. Donc en fait, ça c'est la première page. Donc vous voyez que il y a quand même une forme de respect entre les deux. Donc on va commencer par un respect, je dirais, négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire un respect négatif? C'est-à-dire qu'on estime l'autre, on sait qu'il est de valeur, mais on n'est pas du même point de vue. C'est ça que j'appelle un respect négatif. Et l'intéressant dans la pièce, dans la structure au niveau de la mythologie, c'est comment faire parvenir ces deux positions qui sont quand même très claires, dans deux positions nettes, avec une forme de respect, à avoir une sorte de coalition pour avoir un acte de ce genre. Alors une technique qu'on a en stratégie, eh bien, c'est d'accuser quelqu'un plus haut. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les grades de Cooper. Alors j'explique pour tout le monde les grades de Cooper. Vous avez trois individus, A, B et C. Le A est plus puissant que le B est plus puissant que le C. Bon. Alors les grades de Cooper vous disent quoi? Vous disent que dans un système de coalition, soit vous avez A et B qui exterminent C, soit vous avez B et C qui font une coalition pour éliminer A. Donc soit les deux plus forts contre le faible, soit les deux plus faibles contre le fort. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que le second est toujours vivant. Ça veut dire en fait qu'au niveau stratégie, si vous voulez rester premier, il vaut mieux être second. Voilà, un indice pour votre vie. Voilà. Donc en France, bah, c'est pas le phénomène de leader, mais c'est pour vous dire que quand on vous demande, vous voulez être premier, il faut tout de suite penser, vous voulez être premier de façon synchronique ou diachronique. Si c'est synchronique, ça vaut le coup d'être premier. Donc en général, ça fait pour les champions olympiques. Si c'est diachronique, alors là, on passe à la valeur. Et donc là, c'est plus intéressant
d'être second. Donc en fait, là, le positionnement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'évidemment, le positionnement de Prométhée va être celui de second. Et c'est évidemment un jeu de mots, puisque c'est un jeu, c'est même pas un jeu de mots, c'est un jeu pensé, donc c'est difficile à imaginer. C'est que Prométhée, c'est le second, puisque c'est le conseiller. Voilà. Donc l'accusation maintenant. Zeus a privé l'humanité du don du feu. Voilà, c'est ça l'accusation. Alors pourquoi on a cette accusation? Vous savez très bien, parce que Zeus a interdit l'accès au feu à l'humanité. Et donc, cet accès, cette interdiction, donc cette obstruction, est interprétée par Prométhée comme un acte positif de négation. Vous voyez? Alors un acte positif de négation, c'est au lieu de dire je me souviens, vous dites je n'oublie pas. Hein? Bon. Donc, la thématique ici, c'est alors qu'il semblerait, si on était tous entre dieux, hein, voilà. Et Zeus arrive et dit le feu sacré c'est pour nous. Ça serait simplement un acte positif. Voilà, c'est une définition. Mais là en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas le feu sacré c'est pour nous, il dit c'est que pour nous. Donc il y a une sorte d'exclusivité et donc c'est pas pour eux. Et dans cet acte-là, Prométhée l'analyse comme une accusation possible à l'encontre de Zeus puisqu'il commet un crime. Et c'est une thématique qu'on peut rejoindre, si vous voulez, dans le sens de crime contre l'humanité. Hein. Donc là, Athéna va répondre de façon agacée. L'humanité, tu n'as donc que ce mot à la bouche. Et donc Prométhée calme. Pour les autres, le silence suffit. Vous voyez? Donc ça place tout de suite ce que ça veut dire pour Prométhée l'humanité. C'est-à-dire qu'il part du principe que l'humanité doit être défendue. Les autres, c'est des mots. C'est très différent. N'as-tu pas enseigné aux hommes tous les arts et les sciences que je t'ai communiqués? Les mathématiques, l'astronomie, la navigation, l'architecture et la médecine? Alors, ça c'est vrai, d'accord? Ça c'est dans la mythologie. C'est vraiment l'ensemble des sciences qu'a enseigné Prométhée aux hommes. Mais il y a un problème et il répond tout cela n'est rien sans le feu. Sans le feu, leur existence ne serait une vie. Alors là, il y a de la part de l'auteur une différence claire entre existence et vie. La plupart des individus ne font qu'exister et n'ont pas accès à la vie. C'est pour ça que des fois ils disent même survivre. La vie, c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc ça demande en fait une liberté. Et cette liberté est difficile à acquérir. C'est pour ça qu'on a la fameuse phrase d'Épictète qui dit « Considère-toi comme un homme libre ou comme un esclave, cela ne dépend que de toi. » Parce qu'on était dans une société où il y avait la notion d'esclave. Et on avait des esclaves qui étaient libérés. On avait des esclaves qui pouvaient racheter leurs conditions d'esclaves. Bon. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit. Pour nous, là, maintenant, c'est un peu une vue d'esprit. Alors, vous allez me dire, les gens qui sont, exploités dans le tiers-monde, c'est à peu près l'équivalent. C'est absolument vrai. Sur le plan, si vous voulez, cérébral, humain. Mais là, c'était au sein même de la population, il y avait quelqu'un qui était esclave. D'accord? Donc, on savait très bien ce que ça voulait dire. Donc, le problème là, on va le revoir après dans la Rome antique avec Spartacus. Quelqu'un qui, d'esclave, de condition d'esclave, devient un guerrier à l'encontre du système, c'est quand même quelque chose qui est très fort. D'ailleurs, Rome a beaucoup souffert parce qu'elle ne pensait même pas que c'était pensable. D'accord? Donc on rejoint un peu cette thématique qu'on avait vue avec 5 niveaux, la réalité, l'acte, la vision, l'utopie et l'impensable. La première chose que fait Spartacus ou que fait Prométhée, c'est l'impensable. Parce que personne ne pouvait penser que quelqu'un pouvait aller à l'encontre des dieux, à l'instar de personne ne pouvait aller à l'encontre de la puissance romaine. Donc là, la différence, c'est, et on va retrouver cette thématique en bioéthique. En bioéthique, on dit, on n'a pas le droit
d'obliger quelqu'un à vivre une vie misérable. Donc là, vous voyez, ça va être très près du problème de l'euthanasie. Qu'est-ce que ça veut dire une vie misérable? Par exemple, si un enfant manque 2/3 de la masse cérébrale, il ne pourra jamais être humain, au sens où l'on entend. C'est-à-dire qu'il ne pourra même pas percevoir qu'il est ce qu'il est. Non. Et ça, on est obligé de l'expliquer dans le comité d'éthique pour dire que c'est un cas où il ne faut pas obliger l'individu à vivre cette vie misérable. Et là, ce que veut dire Prométhée, c'est qu'il n'a pas le droit d'imposer ça. C'est trop. Il a le droit d'être Dieu, il a le droit d'être le Dieu des dieux, mais il ne peut pas priver l'humanité du don du feu. Alors c'est une thématique qui est très chère aux Grecs, parce que, si vous voulez, la Grèce, c'est l'endroit où on transforme le feu en lumière, c'est l'endroit où on transforme la pierre en marbre. Oui. Si vous avez une image de la Grèce, même une image raciste, non, mais c'est bien d'avoir des images racistes, parce qu'après on se rend compte comment on est différent. Par exemple, si vous prenez un temple grec, vous pouvez préférer par exemple le temple romain, vous pouvez préférer le gallo-romain. Et ce qui va vous surprendre, en fait, c'est le marbre. Le marbre, c'est-à-dire que le marbre, comme on a le marbre de Carrare, on a le marbre de Paros, c'est l'éclat du marbre, la patine du temps et son aptitude, si vous voulez, à engranger le temps. Alors pourquoi? Parce que vous savez que le marbre, il a des éléments ferreux, et donc, avec la patine du temps, il devient, il a un peu de rouille, si vous voulez, et on voit bien que c'est une pierre qui vieillit. C'est assez intéressant parce qu'on a des pierres qui ne vieillissent pas. Vous voyez? Le granit ne vieillit pas, c'est du granit. C'est carrément du magma, donc c'est un mélange nickel, feldspathe, quartz. Et c'est clair. Alors qu'en fait, dans les statues, vous pouvez voir, alors c'est assez intéressant si vous allez au musée de l'Acropole, quand on a retrouvé des statues, les morceaux, on les a replacés, elles sont plus blanches. Alors quand vous les voyez, vous dites c'est faux. C'est des faux. En réalité, c'est simplement qu'ils étaient sous terre à l'abri de la corrosion. Donc cette patine du temps est très importante. C'est une thématique qu'on retrouve dans l'oratorio au niveau du monologue. C'est Prométhée, c'est celui qui va être capable de transformer le feu en lumière et la pierre en marbre. Et si vous réfléchissez bien, ce que vous connaissez le plus ancien de la culture grecque, la civilisation grecque, c'est la période cycladique. Et la période cycladique, c'est 2200 avant Jésus-Christ, tout ce que vous voyez, c'est du marbre. Et vous voyez ça. On n'est pas du tout à l'époque des courroux, ça, on est bien avant. Et le joueur de lyre aussi que vous connaissez. Donc c'est dans cette thématique-là qu'on se retrouve. Donc, sans le feu, leur existence ne serait une vie. Et cette notion de feu est aussi importante pour la Grèce. Pourquoi? Pour la poterie. Donc vous connaissez tous la qualité des vases grecs, donc qu'ils soient bien, même les appellations, les appellations du genre amphore, vous avez même en français des appellations grecques, c'est-à-dire qu'il peut être porté des deux côtés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'avez pas accès au feu, alors la terre ne peut pas devenir permanente. Elle se désagrége. Alors on continue avec Athéna. Prométhée, que t'importe la vie des hommes, tu es le plus sage des 7 titans. Alors pourquoi les aider? Je suis responsable de tous devant tout. Alors, tu seras coupable de tout devant tous. Ta générosité te perdra. Je l'ai vu dans les futurs. Alors, peut-être une petite explication. Donc, si vous avez lu Hésiode, donc vous voyez qu'il y a une analyse par rapport aux 7 titans, on a différentes versions, mais l'idée c'est de dire que les autres titans sont restés dans le passé. Donc ils ont lutté contre les deux coups durs. Alors que Prométhée a été un élément de transfert qui a permis, si vous voulez, la métamorphose. Quand on
on parle de la responsabilité, c'est une phrase qui se retrouve dans la pensée dostoïevskienne, à savoir pour les grands hommes qui sont responsables de leurs actes par rapport aux autres. Et là, Prométhée représente ce qu'on appellerait maintenant nous un grand homme. Alors évidemment, c'est un titan, c'est un peu différent encore, mais c'est cette idée à savoir que je fais un geste et je suis responsable de toutes les répercussions et de toutes les conséquences. Parce que nous avons beaucoup d'hommes qui sont capables de faire des gestes, très peu qui sont capables de mesurer leurs conséquences. Donc ça, vous voyez, le plus simple pour vous dans une époque démocratique, c'est les hommes politiques. Ça, c'est un exemple caricatural. C'est-à-dire que pas caractérisé dans le sens négatif, dans le sens où un médecin, par exemple, s'il fait une erreur, mais il fait une erreur sur une personne. C'est très difficile de faire une erreur sur 10 000 personnes. Bon, un homme politique peut facilement faire une erreur sur 10 000 personnes. Parce qu'il suffit de prendre une loi dont on n'a pas mesuré toutes les conséquences, et ensuite, une machine met en marche l'ensemble. Donc, la notion de générosité. Alors, générosité, c'est un terme léger par rapport à ce qui aurait été dit en grec. En grec, on a un mot, on avait parlé dans les conférences précédentes, philotimo. C'est très difficile à traduire, en fait c'est intraduisible, mais comment vous dire de façon un peu acerbe, c'est pire que la générosité. Donc là, normalement, en tant que locuteur français, vous êtes limité de vous dire qu'est-ce que ça veut dire être pire que généreux. Je ne vous dis pas que c'est mieux que généreux. C'est pire dans le sens de celui qui donne. Donc on voit que Philote peut engendrer facilement un passage à la notion de sacrifice. Et si vous voulez, pour vous aider peut-être, c'est la différence entre... alors, généreux, ce serait courageux. Et l'équivalent, quand je passe à téméraire, ça serait Philote. D'accord? Non. Elle va dire, donc, alors pourquoi c'est ça? La générosité te permet. Voilà. Donc, je l'ai vu dans le futur. Alors, là, c'est très important, on ne l'a pas mentionné, mais je partais du principe que vous le savez. Donc, vous savez qu'on a Prométhée et Épiméthée. Alors, Prométhée, c'est toujours intéressant d'ailleurs, parce que vous voyez, le langage fait le contraire de la pensée. Donc, pour voir le futur, il faut être avant. Alors que, quand vous ne voyez pas le futur, vous êtes après. D'accord? Donc, c'est ante, post. C'est assez surprenant parce que celui qui appartient au futur, c'est celui qui voit avant. Et ce n'est pas celui qui voit après. Celui qui voit après appartient au passé. Parce qu'en général, il peut analyser ce qui s'est passé. Il est incapable d'analyser ce qui va venir. Et on a cette thématique et cette, si vous voulez, cette différenciation entre Prométhée et Épiméthée, donc les deux frères. Au moment où Pandore va donner le cadeau, elle le donne à Prométhée, il le refuse, et Épiméthée l'accepte. Elle devient en fait mari et femme de Pandore. Et après, il ouvre la boîte. Alors après, vous savez. Le reste, voilà. Donc, l'intelligence, c'est la lutte de la nécessité contre le hasard. Alors, pour des locuteurs français, ça devrait vous faire penser, surtout des médecins, le hasard et la nécessité, le mono. Hein. Donc, et c'est une thématique qui nous est chère. Pourquoi? Parce que nous partons du principe que le hasard, quand les gens ils sont dans une position d'attente, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire, alors ils attendent un changement. Alors là, je pense que pour comparer la situation, ce qu'on veut dire, c'est que la nécessité, c'est qu'il faut faire ce changement. C'est assez intéressant, n'oubliez pas que la nécessité, c'est un des chapitres de Notre-Dame de Paris. Et c'est assez intéressant aussi, c'est que Victor Hugo a donné le titre du chapitre en grec. Ianani. Hein? Donc, par rapport à ce positionnement, c'est très simple. C'est une phrase de Goethe. Goethe dit: quand un individu est simpliste, il attend l'occasion.
Quand un individu est normal, il essaye d'attraper l'occasion, et quand un individu est génial, il crée l'occasion. Ces trois différences montrent le positionnement du hasard de la cité. Le premier, en fait, il est dans la phase du hasard, donc il espère qu'à un moment il y aura une occasion. C'est le loto. Voilà. Quand je dis loto, et vous espérez que alors vous regardez votre télé, vous regardez un peu bizarrement, vous dites j'espère que ça va être cette bouche, voilà. Et d'ailleurs, c'est tellement du hasard que les gens, des fois, même prennent leur date de naissance. Pour vous dire qu'à combien ils avouent que c'est vraiment du hasard, puisque la date de naissance, c'est certainement la chose qu'ils n'ont pas pu choisir. Ils peuvent simplement choisir du hasard, c'est-à-dire choisir leur date de naissance. Bon, ce serait la vérité que rien n'y changerait. Dans le texte, il y a un temps, pour préparer le terrain. Les hommes n'ont nul besoin de Zeus. Ils ne désirent que vivre. C'est Zeus qui a besoin des hommes. C'est dense, non? Que vaut un dieu sans homme? Je vous laisse trouver la phrase. Marie a fait exprès de ce texte, pourquoi vous me donner la réplique. Mais c'est pour vous dire que dans les textes de l'Antiquité grecque, en Grèce, on est beaucoup de l'attaque. C'est-à-dire que, d'ailleurs on dit attaque, c'est un truc du grec, mais c'est la réplique. C'est-à-dire que l'art de la réplique, vous pouvez le retrouver aussi en Crète, dans les chants, dans des naves. Donc quelqu'un répond, et sur le chant, il crée un distique qui répond. Donc ça, on a aussi en Espagne, en Corse, dans le sud de la France, tout simplement, je pense, parce que le sud de la France est très grec, donc c'est normal. Et tout ce qui est dans les îles, je vois André qui mieux déjà, parce que bon, il se dit les Sardes, c'est pareil, les Sardes, c'est pareil, les Siciliens, c'est pareil. Bon. Donc, je ne vous parle pas de la Grande Grèce, pour pas dire qu'on est responsable de tout devant tous, mais l'idée, c'est l'art de la réplique, c'est un sens. C'est-à-dire que normalement, il faut vous poser la question, parce que là je le découpe, mais essayez d'imaginer en plein théâtre, vous dites, ah, là, il en a pris plein les dents. Et donc là, vous dites, c'est bon, et puis en fait, il répond, et vous dites, ce qu'il répond, c'est une catastrophe pour l'autre. Voilà. Alors, ce n'est jamais une catastrophe, parce que vous vous rappelez, une catastrophe en grec, c'est simplement la dernière strophe. Hein. Et pour indiquer que c'était la dernière strophe, on faisait énormément de bruit. Donc on faisait des percussions, et c'est là que ça nous est resté des catastrophes. Donc, elle répond sur un ton sec. Un génie. Ta colère te fait oublier que je suis une déesse. Je n'oublie rien, Athéna, je me souviens de ta naissance. Donc Athéna gênée cette fois. Cela ne te procure aucun droit. Cependant, mon regard sera une éternelle enfant. Je suis né avec le temps. Donc là, il est littéral. Le temps, dans la mythologie grecque, il est tricéphale. Il a 3 têtes. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une tendance aussi à la notion de la polycriticité du temps. C'est que dans la vision, je dirais monothéiste, hein, pas seulement chrétienne, le temps est lunaire. D'accord. Dans la vision polythéiste qui peut être dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité romaine, mais aussi dans une vision, disons, bouddhiste, on n'a pas simplement un individu, on n'a pas un seul Dieu, hein, et même pour les Indiens. Donc, le temps, il est plus complexe. Il a des branches. Il évolue. On peut intervenir dans le temps, on peut revenir dans le passé, on peut changer les événements. Donc là, l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Prométhée, il assiste à la naissance de l'infini, puisque le Dieu est immortel. D'accord? Donc, c'est déjà un point qui est particulier. Parce qu'en général, il n'y a pas d'individu non divin devant la naissance. Bon. Donc, il répond, donc j'ai fini.
je suis né avec le temps. Et tu mourras avec lui. Toute création demande un sacrifice, tel est le sort des démiurges, donc les démiurges des créateurs. Qu'attends-tu de moi pour m'aider? Voilà, donc là c'est la première fois qu'on a enfin la question. Pourquoi tu es venu? Parce qu'au départ c'était une accusation. C'est intéressant, ça veut dire que dans la psychologie d'Athéna, il y a cette forme de respect avec un échange qui peut être difficile, mais au bout d'un moment elle dit, finalement pourquoi tu es là? Ce n'est pas simplement pour t'accuser. Prométhée donc demande, donc ça fait une référence à la mythologie, laisse-moi pénétrer secrètement dans le lin. Ton audace n'a donc aucune borne. Mon audace n'est rien devant le malheur des hommes. Tu ne vis donc que pour eux. Ne vois-tu pas qu'ils sont éphémères? Voilà. Alors là, c'est un point très très important que vous pouvez retrouver même dans l'éternité et un jour dans l'Logos, l'opposition entre l'éphémère et l'immortel. Et dans la pensée athénienne, dans la pensée divine, pourquoi s'intéresser à quelque chose qui est éphémère? Parce que c'est éphémère. On va le retrouver dans notre opéra où Théa, qui est la fille de Chiron, dit, mot pour mot, pourquoi tu enseignes des choses à Achille, puisque tu sais qu'il va mourir? Donc Chiron répond, c'est parce que c'est ça mon rôle de pédagogue. Le problème, ce n'est pas qu'il va mourir, c'est d'avoir une belle vie. C'est différent. Et je m'occupe de la vie. Donc même s'il est mort. Et là, ne vois-tu pas qu'ils sont éphémères? Elle dit, c'est vrai, l'humanité est l'unique raison de ma vie, et c'est parce qu'elle est éphémère que je me dois de la protéger. Parce que là, lui, il retourne la situation en disant, pourquoi protéger des immortels? Vous voyez? Parce que c'est un problème, vous verrez que Chiron est blessé mortellement. C'est encore un paradoxe. Les Grecs adorent le paradoxe. Comment blesser mortellement un immortel? C'est pourtant le cas. Et justement, Chiron va demander à Prométhée de prendre son immortalité. Et c'est merveilleux parce que d'habitude, dans une vision très simpliste, on a l'impression que tout le monde veut devenir immortel. Or, dans l'Antiquité grecque, on vous donne un exemple de quelqu'un qui désire être immortel parce qu'il souffre. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on peut être immortel, mais on peut souffrir de façon immortelle. Et donc sans arrêt. Donc, au bout d'un moment, Chiron va demander à Prométhée de prendre son immortalité et Prométhée va accepter cette immortalité comme un fardeau. C'est-à-dire c'est l'équivalent d'Atlas qui porte le monde. C'est très différent comme point de vue. Donc, et que fais-tu de moi? changement. De quelle protection aurait besoin une déesse telle que toi? De la protection que recherche toute femme auprès d'un homme. Aurais-tu donc perdu ta prévoyance? On a un changement parce que maintenant, il s'insinue une relation homme-femme, qui n'était même pas pensable au départ. Comment ma pensée aurait-elle pu me permettre un tel sentiment? Et pourtant la mienne en a été capable. L'intelligence est une passion et l'humanité est l'objet de cette passion. Donc c'est très clairement dit que c'est impossible. Donc attention, passion, pensez bien que c'est écrit dans le texte comme la passion du Christ, et pas la passion de l'autre. Mais c'est écrit de manière à ce qu'on puisse penser les deux. Parce qu'en réalité, le sacrifice prométhéen ressemble considérablement au sacrifice christique. Hein? Donc, l'idée, c'est je me sacrifie pour les autres. Et donc, cette intelligence est une passion, on pourrait dire une passion dévorante, si vous voulez, pour que ça soit plus clair pour les Français, au niveau des locutions. Et l'humanité est l'objet de cette passion. Donc, il n'y a pas d'entrée en compte de l'aspect divin. Seulement cette passion, c'est une souffrance. Elle sera donc la preuve de mon existence. Alors ça, c'est une thématique donc, au départ cartésienne, hein, le cogito ergo sum. Donc, je pense, donc j'existe. Alors, si vous introduisez un peu un élément de Dostoïevski, c'est normalement je pense, je souffre,
donc j'existe. C'est très difficile de passer directement à visualiser des cartes, parce qu'il élimine l'aspect humain, si vous voulez. Donc, elle sera donc la preuve de mon existence. Cependant, Prométhée, c'est de la vie qu'il s'agit. C'est la vie éternelle que je te propose. Sans l'humanité, ma vie serait dépourvue de sens. Et là, que vaut l'éternité si c'est pour vivre dans le néant? Une thématique qu'on peut retrouver justement, même chez Sartre, avec l'être et le néant, en disant que, c'est bien, on est immortel, tous les autres qui sont autour de nous meurent sans arrêt. Est-ce que c'est forcément quelque chose à laquelle on a pensé en l'ayant choisi? Parce qu'en fait, si vous êtes le seul immortel, vous êtes condamné à voir tous ceux qui sont proches mourir. Parce que c'est un choix. C'est difficile. Bon. Tu es humain, trop humain. Donc, une référence immédiate à Nietzsche, évidemment. Donc, ce n'est pas l'homme qu'il faut rendre divin, mais Dieu qui doit s'humaniser. Donc, ça, vous connaissez peut-être moins, mais pour les Grecs, c'est clair, c'est Kazantzaïs. Donc, il disait qu'il faut faire attention dans ces deux choses. Donc, Manoïs, normalement, doit être sensible à ça. On en avait parlé beaucoup dans la 16, à ce qui est écrit. La consul n'a pas eu de temps, donc ça compte pas. C'est comme vous savez, Manoïs est plutôt Astérix, donc il fait un effort et il doit prendre la potion. Le consul est comme Obélix, il est déjà dans la potion. Donc, ce n'est pas l'homme qu'il faut rendre divin, mais Dieu qui doit s'humaniser. Ça, c'est une thématique qui va beaucoup influencer les humanistes. Donc, et là, Athéna. Tes mots seront tes mots, et tu souffriras pour chacun d'entre eux. Je suis prêt à souffrir pour chacun des autres. Donc c'est une phrase que vous pouvez retrouver dans l'histoire grecque. C'est dans l'échange entre Léonidas et Xerxès. C'est tout à fait caractéristique. Xerxès dit, tu vois, ces gens-là, je peux faire mourir chacun d'entre eux comme ça. Et Léonidas lui répond, il montre les siens, et dit, moi, je pourrais mourir pour chacun d'entre eux. C'est une différence considérable en termes de valeur. Et c'est pour ça qu'on a vu la bataille des Thermopyles comme une opposition entre une vision des hommes libres, attention, je dis des hommes libres, je ne dis pas de la démocratie, c'est encore autre chose, mais des hommes libres, donc chacun est équivalent, et l'autre, une vision des esclaves. Donc un dieu avec que des esclaves, où tout est permis. Vous avez l'équivalent aussi en Russie, tsariste, avec par exemple les mouchiks. Le propriétaire d'un terrain pouvait condamner la personne sans même avoir un problème judiciaire. Donc je suis prêt à souffrir pour chacun des hommes. Je le sais, mais qui d'autre le saura? C'est sans importance. Mais d'auras-tu à pénétrer dans l'homme? Je le ferai par amour. Par amour de l'humanité? Non, pour celui qui aime l'humanité. Donc pour les locuteurs français, vous voyez par amour de l'humanité, c'est la référence à Don Juan. Va, je te donne par amour de l'humanité avec le mendiant. Quand il lui demande de jurer et l'autre ne jure pas. Et finalement, on pourrait penser qu'il ne le respecte pas. En réalité, il respecte le fait qu'il ne jure pas et il lui donne quand même le louis d'or. L'idée justement, c'est que des fois, il y a des individus qui sont capables d'aimer l'humanité et il y a des individus qui sont capables d'aimer ceux qui aiment l'humanité. Mais pas de faire les deux. C'est un choix. Pour l'un, et c'est une nécessité pour l'autre. Donc ensuite, on a le cœur. On ne va pas vous lire le cœur, je vous le laisse. Alors imaginez donc le cœur, une sorte de monologue, si vous voulez, donc qui peut être dit par le cœur, donc avec des phrases. On avait fait deux positions, soit simplement la chanteuse soprane, on chantait l'ensemble du cœur, soit on était en position de cœur, voilà, où là on a des phrases, les morceaux du cœur répondent à l'autre pour avoir un élément de discours. On va passer donc directement
à la troisième partie, donc avec l'intervention de Patrice au niveau donc, de la mise en place, donc vous voyez le décor. Prométhée est désormais sur un rocher. Il est seul dans le monde. Il voyage dans le temps, immobile. Sa vie est devenue la mesure du temps. Son œuvre, la vie des hommes. Cependant, son sacrifice est tombé dans l'oubli. La mémoire du futur a sombré dans la démesure de l'oubli. La lumière de la connaissance s'est transformée en feu éternel, et son don envole. Plus personne ne sait ce qu'il endure chaque jour. Plus personne, sauf. Voilà, alors, avant qu'intervienne Athéna et lui, il voyage dans le temps immobile. C'est la thématique d'ailleurs que certains d'entre vous ont retrouvé dans l'exposition qu'on avait faite à l'orangerie, donc les hommes immobiles, donc les arbres. Et l'idée, vous vous rappelez que la pièce au départ, c'est très statique parce que le Prométhée enchaîné, évidemment, vous imaginez bien, il est enchaîné, donc il va bouger. Et le problème, c'est comment tous les autres bougent. Alors, une thématique plus claire, pour voir ce qui se passe, c'est d'imaginer un arbre avec des fourmis autour. Ben, les fourmis, c'est nous. Parce que l'arbre est immobile et les fourmis bougent, elles sont censées vivre, elles font toute une vie, elles baladent des choses, la nourriture, etc. Et l'arbre, ça, le voit comme une sorte de mouvement brownien, il n'y a pas forcément de condescendance, mais alors qu'il est statique, il voit le temps. Donc en fait, quand vous êtes immobile, c'est votre façon de travailler dans le temps. C'est ça qui est un peu paradoxal, donc on le voit aussi dans la statue. Travailler sur le statut, ça demande énormément d'efforts pour très peu de déplacements, parce que finalement c'est juste une statue qui est censée traverser le temps. Alors, cette thématique de la traversée du temps, vous la retrouvez aussi dans les constructions architecturales romaines. Donc, un des plus beaux exemples, je trouve, c'est justement le pont du Gard. Si vous voyez le travail mis en place pour mettre le pont du Gard, vous dites que c'est complètement une démesure par rapport à son utilité. Bon, enfin, soit dit en passant, on a eu quand même le déluge, hein, et bien c'est le pont du Gard qui est resté quand même. Hein. Donc c'est vraiment une construction pour un ancrage dans le temps, et donc finalement une diachronie. Alors que vous savez très bien, ce qui est quand même le paradoxe, on arrive à avoir des temples de l'Antiquité et trouver quand même qui sont même vraiment bien conçus. On a même en ce moment le palais de justice qui est retapé à la façon, alors qu'en fait c'était antique. Or, quand vous regardez les constructions des années 70, vous dites, mon Dieu, que comme ça vieillit, alors qu'en réalité, ça a 40 ans. Quoi. Bon, mais c'est normal parce qu'on a utilisé un autre matériau, parce que l'idée c'était d'être performant, rapide, pour très peu de temps. Et on a vécu aussi à Lyon la démolition des tours, alors que quand on a fait les tours, on trouvait que c'était la panacée, c'était la résolution au centimètre carré. Hein. Donc vous n'avez pas une très grande étendue, donc ça, on crée, soi-disant, ce que j'appelle des villages verticaux, dont les gens faisaient tout pour ne plus appartenir à cela. Voilà. Donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, face à un choix politique qui a engendré énormément de problèmes, parce qu'il n'y a jamais aucun architecte seul aurait fait ce genre de choses si on n'avait pas dit qu'il faut construire des tours. Or, on sait très bien les répercussions que ça a eu au niveau du monde. Donc là, on parle bien en milliers. Hein. Alors, Athéna. Était-ce ton but ultime d'être enchaîné à ce rocher, oublié de tous? Si tu cherches à me réconforter grâce à ces paroles, sache que mon corps s'est habitué au cerf du vautour. Même blessé et enchaîné, ton esprit est toujours impertinent. Attention, ça va venir. Est-ce la soumission aux dieux que tu qualifies de pertinente? Les chaînes ne peuvent entraver la liberté de l'esprit. Elles ont pourtant réduit ta vie aux affres du silence. Ma vie est à la mesure du temps et mon œuvre, la vie des hommes. Il faut éteindre cette démesure plus encore qu'un incendie. Tu n'es rien pour le temps. Tu es tout pour les hommes, mais ils ne le savent pas. Ton œuvre n'est qu'une bougie qui se consume dans le néant.
voilà, alors, il y a une position, vous savez, on a ces phrases très sociales, je peux le mot social, dans le sens négatif du terme, du genre il faut être dans la mesure. Pas mettre en âge. Très peu de temps, enfin très peu de gens, il faut très peu de temps pourtant pour inverser cette phrase. Par exemple, si on vous dit que la vertu, c'est dans la mesure, on pourrait le faire à l'envers. Alors, en grec, on dit pas de mettre en âge. En fait, si on faisait le contraire, et si on disait que pas de mettre en âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les grandes choses ne sont faites que par une démesure. Le reste, c'est simplement pour la vie sociale. Être dans la mesure, c'est être tout le temps au milieu, et finalement, c'est être transparent. En fin de compte, on ne crée rien. Donc, par rapport à Prométhée, bien sûr qu'il y a un acte de mesure, puisqu'il est allé voler, il a pénétré dans l'Olympe, il a volé, il a commis le sacrilège. Dans ce que nous a lu Patrice au départ, finalement son acte, qui est un don, parce qu'il ne vole pas pour lui, il vole pour donner, donc c'est bien un don. Or, pour la plupart des gens, Prométhée est avant tout un voleur. C'est un voleur de feu, et ce n'est pas un donateur de lumière. Or, c'est bien la deuxième partie qui est un. Donc, cette démesure aussi, ton œuvre n'est qu'une bougie qui se consume dans le néant. Alors là, c'est une thématique qu'on va retrouver après avec la notion de phare. Combien un phare est-il utile par son immobilité par rapport à un bâtiment, à un vaisseau, à un navire? Au contraire, si vous réfléchissez bien, le phare, c'est un élément indispensable à la navigation, alors que c'est l'un des rares qui est immobile. Il est immobile pour indiquer que l'immobilité est un danger, que tout le reste est mobile. Donc il faut quand même que quelqu'un s'occupe de la fixité. Donc cette fixation dans le temps permet de dire que justement le phare, il est immobile, mais faites attention, il ne s'occupe que des gens mobiles. Ce n'est pas un phénomène de... Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas les gens qui sont immobiles et les gens qui sont mobiles. En réalité, ils se posent et cet élément va devenir finalement un système de référence. Donc, pour la mobilité, c'est très important d'avoir... C'est pas bien, apparemment. C'est d'accord avec vous. Comment? C'est d'accord avec vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme quoi, d'ailleurs, vous remarquez qu'ils sont immobiles pour regarder un jeu mobile. Mais de temps en temps, ils se mobilisent. Alors, quand elle dit ton œuvre n'est qu'une bougie qui se consume dans le néant, ça me fait penser aussi à une allusion à Carlo Michel Statter. Alors, il y avait un dessin de Sergei, donc c'est un philosophe italien, et Sergei il avait dessiné comme caricature. Alors, on voyait en fait Carlo en forme de bougie, en train donc allumé, en train de fondre, et avec ce qu'il fond, il écrivait. Vous voyez? C'est pour dire que c'est une vision positive de la fonte. Et le fonte, on va passer après au caractère, à la typographie. Donc, pour dire quoi? Que le philosophe, finalement, il sait très bien que c'est une bougie qui va finir. Mais l'idée idéale, c'est que juste avant de finir, qu'il arrive à en allumer une autre. Donc il y a une part de sacrifice, parce qu'en fait, on illumine en restant sur place. Les gens sont contents parce qu'il y a de la lumière. Ils n'imaginent pas que c'est un sacrifice. Et puis des fois, on n'arrive pas à rattraper un autre en relais. Donc on a des gens, justement, qui sont morts, qui ont tout offert par leur œuvre, et après, il a fallu relire leur œuvre pour le redécouvrir. Donc, cette thématique, on va la retrouver. Et c'est aussi pour dire que la lumière est quand même associée au silence.
en adolescent, tous c'était photographe. Tu prends une photo, donc tu voles de la lumière pour la faire parler. C'est quand même magnifique. Parce que les gens, en fait, quand ils la regardent, ils regardent un vol de lumière, les gens parlent. Or, c'est un travail qui est complètement fait dans le silence. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous êtes avec votre appareil photo, vous pouvez parler. Alors attention, ça change, parce que maintenant, quand on met de la vidéo, et là c'est intéressant, si on met de la vidéo, on arrive à avoir des individus qui parlent pendant qu'ils font leur vidéo. Ça ne fait plaisir qu'à eux. D'accord? Parce que après, quand vous écoutez la vidéo, il y a juste le bruit qui vous gêne, parce que ça devient du bruit. C'est-à-dire que c'est censé avoir un sens, et ça devient du bruit. Et ce qui est merveilleux pour moi dans la photo, c'est qu'elle accepte son silence. Donc elle ne provoque pas de bruit. Elle ne va provoquer que de la pensée. Et après un langage. Alors que l'autre, le fait de dire voilà, je suis devant le temple machin et c'est très très beau, c'est magnifique, déplace-toi, mets-toi au milieu. Je pense pas qu'ils ont mis quand même 3 minutes. Mais bon. Alors. Et regardez maintenant pour l'œuvre. La création des dieux n'est-elle pas la plus grande des mesures? Faites attention quand il le dit. La création des dieux n'est-elle pas la plus grande des mesures? Voilà, là, normalement, ça devrait vous faire l'appel si vous êtes dans ce. Vous n'êtes pas polythéiste maintenant, donc vous aurez moins de mal. Mais ce n'est pas transposé. Ils ne sont rien pour les hommes, mais les hommes ne le savent pas. La puissance des dieux provient des hommes, la faiblesse des hommes provient des dieux. C'est bon, Jean-Roland? C'est bon. Voilà. Donc là, c'est en 2 phrases, on a l'ensemble. Tout est basé en fait sur une méconnaissance et une création qui est démesurée. C'est-à-dire, je ne comprends rien, je crée un individu qui, lui, sait tout. Moi, je ne sais rien. En réalité, cet individu a besoin de moi. Et on va le voir de façon plus extrême après. Donc Athéna, évidemment, dans le rôle de l'avocat. Chacune de tes paroles est une condamnation. Je t'en prie, garde le silence, Prométhée. Tant que ma langue vivra, elle exprimera la pensée de la lumière. Pense à celle de tes disciples que les hommes trancheront pour ne plus entendre parler de la lumière. Donc là, c'est une référence très claire à Giordano Bruno. D'accord? Vous savez qu'il avait eu un procès, ça a duré 27 ans. Et au moment où il est condamné, donc où il va être tué, brûlé, Giordano Bruno, avant de le brûler, on lui coupe la langue. Ce qui est quand même vraiment formidable dans le sens ancien du mot, qui contient l'horreur. Formidable dans le sens où ils avaient peur qu'il parle jusqu'au bout, pendant qu'on le brûle. Ils se sont dit, celui-là, on va lui couper d'abord la langue, et après on va le brûler. C'est pour imaginer en fait la faiblesse des arguments de l'autre. Il est obligé d'arriver jusqu'à ce stade-là. Donc, nulle autre pensée n'a mis dans mon esprit, une référence à Solomos, Michael Serova, je peux nous parler de ce que c'est. C'est en pensant à eux que je parle ainsi, car j'en suis responsable. Les mortels aiment le pouvoir comme les dieux. Les mortels qui servent les dieux. Crains-tu que les élèves ne dépassent les maîtres? Tais-toi, je t'en supplie. Ne me torture pas, toi aussi. Changement. Prométhée en tirant sous ses chaînes. Que s'est-il passé à Athéna? Qui a osé te faire du mal? L'Olympien m'a accusé d'être ta maîtresse. Zeus, ton propre père? Oui. Ainsi la vengeance ne lui suffisait pas, il lui fallait aussi une justification. Alors là, ça fait partie, je ne sais pas si vous connaissez ce morceau dans la mythologie grecque. En réalité, effectivement, Zeus accuse Athéna d'être allé avec Prométhée, c'est pour ça qu'elle l'a aidé à prendre le feu. Donc c'est pour ça qu'il dit, ainsi la vengeance de le condamner. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez par qui est condamné Prométhée dans les faits? Pas par Zeus, mais qui c'est qui le met sur le rocher?
Vous allez voir, c'est tout à fait révélateur de la pensée grecque. C'est kratos qui est vie. C'est l'État et la violence. Oui, tout à fait caractéristique. Donc ceux qui vont le clouer sur le rocher, c'est l'État et la violence. Et c'est assez intéressant, parce que si vous lisez maintenant une approche, disons, de Keynes, par exemple, qu'est-ce que c'est l'État? Et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose qu'on va se retrouver. Il disait, l'État, c'est le monopole de la violence. Il vous dit clairement qu'il n'y a que l'État qui a le droit d'être violent. Tous les autres, c'est illégal. Et ne pensez pas que c'est si extrême que ça, parce que vous voyez bien quand l'État se met en guerre, par exemple, il a le droit d'être violent, c'est officiel. Donc là, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Zeus, qui est divin, dans le cadre de la mythologie grecque, ne se contente pas de la vengeance, il va aussi accuser sa fille. Voilà. Gêné d'avouer sa vengeance, il a fait circuler la rumeur que je t'ai laissé monter dans l'Olympe à cause d'une secrète aventure amoureuse. Comment a-t-il osé? Qu'importe, les autres dieux l'ont cru. Cela ne doit pas t'affecter, la calomnie ne peut t'atteindre, tu es trop pur, Athéna. C'est toi qui es trop pur, Prométhée. À ma naissance, tu as été le premier être humain que j'ai pu voir. Prométhée, tu es le premier homme. Athéna, tu es l'unique déesse dont j'ai pu admirer la création. Je viens du passé, même s'il est unique, n'est rien devant le nœud gordien que représente le futur. Car le futur, je le connais et tu le comprends, n'est-ce pas? Voilà la différence aussi. Elle dit, car le futur, je le connais et tu le comprends. Et là, c'est la différence entre la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est la gestion des connaissances connues. L'intelligence, c'est la gestion des connaissances inconnues. Que vous ne savez pas dire. Alors, si vous voulez, pour prendre un exemple, c'est ce que j'appelle le bibliothécaire et la bibliothèque. La bibliothèque sait tout, mais elle ne fait rien. Le bibliothécaire ne sait rien. Le bibliothécaire ne sait rien, mais il fait tout. C'est pour ça que quand vous êtes dans une bibliothèque, vous vous adressez au bibliothécaire et pas à la bibliothèque, parce que vous avez du mal. Donc, vous n'avez pas un accès à l'intelligence directe, mais l'intelligence permet de gérer les problèmes inconnus et de les résoudre et non de porter un jugement. Ah oui, si on est dans un cadre social, vous savez, on dit, dans la société normale, basique, il ne faut jamais juger. C'est ce genre de phrase qui tue, qui ne sert à rien. Or, l'intelligence humaine, son propre, c'est justement de juger sans avoir connaissance de tout. En grec, on a justement crise, qui devrait donner aussi la crise. Même. C'est assez intéressant justement parce que si vous le disiez en grec, je vous dirais que quelqu'un qui n'a pas de jugement, vous pouvez lui apporter une crise. Optiosene crisi, bonnet utiloso. Un bon entendeur salue, bien sûr. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que au contraire, ce que dit Prométhée, et ce que dit Athéna, c'est que l'un a une connaissance absolue, divine, et l'autre a une acquisition à la connaissance. Donc la différence c'est quoi? C'est que l'un sait tout, et l'autre sait comment savoir. Ça paraît très faible le deuxième, mais le premier est statique, le second est dynamique. Donc, c'est vrai que nos destins sont liés par le futur. Alors cette phrase elle peut paraître un peu paradoxale quand on dit parce que c'est vrai que nos destins sont liés par le futur. Mais si vous imaginez que, 1, Athéna est une déesse, donc c'est tout. 2, que Prométhée, il est Prométhée, c'est-à-dire qu'il est capable de prévoir, donc de voir. Donc ils peuvent voir que leurs destins sont convergents. Donc le nœud est dans le futur, alors qu'en fait, eux, ils sont dans le passé. Oui. Alors que d'habitude, on dit on est relié par notre passé. On
on était à la même école, on a grandi ensemble, etc. Donc, là, c'est le contraire. Vas-y. Alors, laisse-moi t'aimer dans le présent. Comment pourrais-tu aimer la solitude du rocher? Chaque marque sur ce rocher est un signe unique de l'intelligence, ton unique prométhée. Comment la déesse de la sagesse pourrait ne pas t'aimer? Vous faites attention, hein? C'est comment la déesse de la sagesse pourrait ne pas t'aimer. Il ne parle pas de n'importe quelle déesse. C'est pas par hasard que le mythe intervient avec Athéna. Hein? On ne pourrait pas du tout avoir ce genre d'échange avec Aphrodite. Bon, parce que la pauvre, elle devait être sans doute blonde. Alors, non, aussi, Aphrodite. Au moins, je pense platine même. Non, mais on a des références. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que, vous voyez, moi ça me fascine. Marilyn Monroe représente le symbole de la femme belle, d'accord? Avec le sexe symbole. C'était une brune. C'est de l'eau, non? Oui, c'était une brune. La première photo, elle est brune. Et d'ailleurs, apparemment, tu regardes moins les femmes, mais les hommes regardent la couleur des sourcils et ça peut aider. Tu verras qu'avec Marilyn, ça peut aider. Et en général, platine, on le fait quand on l'est pas. Imaginez une femme qui serait capable d'aimer un homme qui ne peut aimer que l'humanité, et Athéna répond très clairement aucune femme n'a raison. Un temps, seule une déesse pour elle. Et on peut imaginer laquelle. Seulement, quelle déesse comprendrait mon sacrifice? Et là, on a la réponse. Une déesse née de la pensée. C'est du cousu humain, ça. C'est Athéna. Donc, quelle serait la raison de son amour? Qu'importe la raison, ta souffrance t'a rendu l'égal d'un Dieu. Ça, il faut bien y penser que, vous savez, par rapport au Christ, on insiste énormément sur la résurrection. Mais il faut toujours se poser la question, que serait le Christ sans crucifixion? Vous savez, en fait, on est dans des sociétés de happy end. On aime bien ce qui se termine bien. Donc, en plus, bon, là, aussi pour les gens qui sont dans la communauté grecque et en France, je pense que ça a toujours été très drôle. Là, tu peux comprendre ce que je veux dire. C'est quand Pâques est décalé. Donc, alors, il est crucifié, il ressuscite, tout va bien. Il est recrucifié, il ressuscite parce que dans l'autre religion. Alors, ce qui provoque dès qu'on est petit, et on est dans un cadre qui n'est pas du tout dans le cadre normal. D'ailleurs, je vous signale que les catholiques en Grèce, ils ont une dérogation et ils fêtent Pâques en même temps que les orthodoxes pour justement ne pas avoir ces décollages et se demander où ça pourrait conclure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vraiment caractéristique de Jésus-Christ, et vous le voyez d'ailleurs par la symbolisme du doigt, c'est la croix, c'est pas la résurrection. C'est ça qui est formidable, parce que finalement, c'est à travers la croix que le Christ devient humain par la souffrance, alors que la résurrection, c'est pas faisable par nous directement. Il faut passer par le second jugement, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est Athéna qui va dire, avec de la peine justement, ta souffrance t'a rendu l'égal d'un Dieu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dieux qui ont été capables de souffrir comme Prométhée. N'oubliez pas qu'il est condamné à 13 générations. Donc, non, là, c'est une phrase, alors elle va vous choquer, si vous l'aviez entendue comme ça toute seule, vous direz quand même que là, l'auteur n'est pas allé dans la mort. Dans ce cadre-là, vous pouvez comprendre, donc elle redit ta souffrance, redis-le. Ta souffrance t'a rendu l'égal d'un Dieu. Non. Si j'avais été Dieu, je me serais suicidé pour libérer l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'il se rend compte que dans cette vision-là, du Dieu des dieux, Dieu des dieux représente un obstacle à l'évolution de l'humanité.
thématique qui est importante, vous retrouvez dans Nietzsche, quand vous voyez, quand Nietzsche dit Dieu est mort. Bon, on l'avait traité ça dans une comédie, parce qu'on l'a mis dans une comédie, parce que c'est impossible d'être joué autrement, c'est des gens après c'est s'énervent. Donc maintenant, essayez d'imaginer pourquoi il est mort. Imaginez que vous croyez Nietzsche, donc vous dites Dieu est mort, bon, très bien. Et vous allez plus loin, et vous dites, il est mort de quoi? Il ne peut pas être mort de vieillesse, il ne peut pas être mort de maladie, il ne peut pas être mort par accident. Et vous allez voir, d'un seul coup, vous allez avoir un déclic, il est forcément mort par un suicide. C'est la seule possibilité qu'il puisse y avoir. Bon. Alors là, maintenant, vous pouvez dire, ouais, imaginez qu'il soit mort, imaginez que ce soit par suicide, on est dans une comédie, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, et pourquoi il s'est suicidé? Et là, vous avez une solution. Vous voyez? Donc, parce que des fois, on balance des phrases dans le théâtre, même dans les écrits philosophiques, et on ne voit pas vraiment les répercussions, et on ne va pas jusqu'au bout de l'analyse. Mais si vous pensez, bref, vous y réfléchirez de nouveau chez vous, à un moment, donc, Nietzsche dit Dieu est mort. Est-ce que vous saviez, vous l'avez lu, est-ce que vous vous étiez posé la question mort de quoi? Pourtant, c'est une question simple, parce que réfléchissez bien. Quand on vous dit de quelqu'un, il est mort, la première chose que vous demandez, c'est de quoi? Vous ne dites pas, il n'est pas mort, c'est pas possible. Hein? Bon. Donc, ça c'est intéressant à voir, justement, donc, ce positionnement. Donc, Prométhée rejette même cette possibilité. Il ne veut pas devenir l'égal d'un Dieu. Et là, c'est assez intéressant parce que ça correspond à toutes les facéties et la vanité de la société. C'est-à-dire que les gens qui ont gagné aux Jeux Olympiques, on les appelle les Olympiens. Les gens qui sont à l'Académie, c'est les immortels. Bon. Ils sont quand même vachement proches de la mort, hein, comme immortels, mais bon. Donc, ce que je trouve plus beau, le seul truc qui soit presque vrai, les immortels, il n'y a que les fleurs. Effectivement. Mais pour le reste, c'est quand même une tendance du mortel à vouloir devenir immortel. Donc c'est une tendance à être toujours là. Et on peut le retrouver avec une thématique sociale, à savoir les professions libres, fonctionnaires. Être fonctionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace social, on est immortel. C'est l'équivalent de la transposition dans l'espace social, c'est moi je préfère être payé moins, mais que je sois immortel. Et l'autre vous dit, moi je préfère être payé plus, mais ça fait rien si je meurs. Ça c'est à chier. Hein? Bon, comme quoi on a ces références. Vas-y. Ne parle pas ainsi. Ne parle pas ainsi, mon amour. Ce sont de tels propos qui te font craindre des dieux. Tu te trompes, Athéna. S'ils m'ont condamné à ce supplice, c'est qu'ils ont peur que ma seule présence ne déclenche une réaction. Quelle réaction? La pensée de l'humanité. Alors la pensée de l'humanité, pour nous, c'est vraiment, c'est Dieu. D'accord? C'est même une phrase en fait de Giordano Bruno qui dit en fait Dieu, c'est la pensée de l'humanité. Vous voyez, si vous le mettez à l'envers, ça va vous surprendre. Si vous dites Dieu, le point, la pensée de l'humanité. Si vous le faites à l'envers, vous construisez les humains, vous construisez l'humanité, vous construisez la pensée, vous arrivez à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le Dieu de Dieu ne peut même pas envisager. Il ne voudrait pas que la pensée soit associée à l'humanité. Donc il n'y a pas l'humanité pensante. C'est pour ça qu'il refuse le feu. Vas-y. C'est un non-sens. L'humanité n'a jamais été capable de penser d'elle-même. Et la réponse, selon la religion des dieux. Le contraire eût été une transgression. Ainsi, la sagesse est parfois l'ennemi du génie, car elle représente la maîtrise absolue du monde connu, alors que le propre du génie, c'est de découvrir l'inconnu. Toute découverte est une remise en cause. Seulement cette fois, il s'agit de l'essence de notre existence, car ce que tu as découvert, c'est notre mort. Vous voyez? Et là, le lien,
c'est le crépuscule des dieux, que vous avez lu dans Nietzsche, précède l'aube de l'humanité. La fin de l'éternité engendrera le jour. Parce que qu'est-ce que veut dire le jour si c'est éternel? Donc il faut que l'éternité s'arrête pour dire, voilà, maintenant c'est le premier jour après l'éternité. Tu as volé le feu pour offrir la lumière. C'était une nécessité. Mais pourquoi? Le seul Dieu qui puisse être humain, c'est la pensée de l'humanité. Donc vous voyez, là c'est le retournement. Alors donc, et on va maintenant finir, mais bon, lentement, hein, ne vous inquiétez pas, parce que vous savez bien que la lenteur est associée à la mémoire, alors que la vitesse est associée à l'oubli. Sinon, vous relisez Convergence. Donc, Patrice donc, va nous lire. Alors, attention, on est parti maintenant sur la 5e partie, hein, et la clôture du texte. Donc, il y a eu auparavant un monologue. Alors, n'oubliez pas aussi que donc, la partie numéro 3, c'est au moment où il est enchaîné. Donc, la partie 2, chanter, si vous voulez, ça ressemble plutôt à une lamentation, un virologue, hein, alors que la partie seconde, qui est après la libération, va être, au niveau musical, on sera plutôt en mineur et après en majeur pour les thématiques. Donc, vas-y, Patrice. Prométhée est désormais libre. Cependant, il demeure près du rocher de la légende. Il est libre et pourtant seul. Il contemple le néant immobile, tel un voyageur conscient du cycle qu'il vient d'accomplir et de la complexité du dédale de la vie. Sa lumière illumine de sa puissance l'humanité tout entière. Le premier phare éclaire l'océan de la connaissance, plus seul que jamais. Tu es donc revenu, Athéna? Jamais je n'aurais pu te quitter, Prométhée. Tu sais bien que nos futurs sont liés. Mais ces liens ne sont pas des chaînes. Tu seras toujours libre, Athéna. C'est mon amour que je t'ai offert, non ma liberté. Et je n'ai su t'offrir que mon sacrifice. De tes souffrances sont nées le vouloir des dieux. Je n'ai jamais menti leur pitié. Nul ne peut t'accuser de cela. Ta vie est un don. Tu ne sais pas recevoir, seulement donner. Et tu es sans doute la seule à le comprendre. Héraclès m'a Ne dit, dis plus rien, mon amour. Tu ne me dois rien, je te dois tout. c'est pourtant toi qui m'as offert cet anneau de pierre. Tu as transformé ma condamnation en pierre précieuse. Alors j'explique, peut-être que vous ne le savez pas, enfin pour ceux qui ne le savent pas, non, le stratagème, c'est un mot très particulier aussi en Grèce, le stratagème déployé par Athéna, c'est le suivant. Prométhée est condamné à être attaché au rocher. Ça, on ne peut pas le changer. Est-ce qu'on peut changer la position de Zeus? Non. Donc, c'est infaisable. C'est ce qu'on pense au début. Donc, c'est ce qu'on pourra appeler, si vous voulez, de l'absurde. Et l'absurde va être modifié petit à petit pour devenir paradoxe et ensuite être résolu. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à Héraclès de tuer le vautour et ensuite, ils vont sculpter dans le rocher un anneau de pierre que Prométhée portera. Donc, il sera toujours attaché au rocher. Et vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est aussi l'esprit grec. On va résoudre le paradoxe en donnant de la mobilité au rocher. Et pas en donnant de la mobilité au condamné. Le condamné, il est toujours immobile par rapport au rocher. Mais cette fois, le rocher est transformé en bague, se déplace. Donc il est finalement libre, tout en étant condamné. Et ça rejoint un peu la thématique du libre assiégé, hein, on retrouve d'ailleurs dans Dionysos, Léthos Polyoptimenos, c'est-à-dire que même si on est assiégé, on peut être un homme libre. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assiégés et qui demeurent esclaves. Parce que c'est dans la tête. Vas-y.
La valeur de cette pierre n'est rien devant le rocher de ta légende. Elle représente pourtant son essence pour l'Olympien. Elle n'est cependant que la ruse d'une femme prête à tout pour sauver son amour. Tu as changé avec le temps. Tu es devenu Plus humaine, ce ne sont pas les 13 générations du temps qui m'ont changé. C'est ma rencontre avec le premier homme qui a transformé mon existence. Je ne vis que depuis cet instant, et je ne vis que pour cet instant. Voilà, la notion d'instant. Donc l'instant peut être un changement de phase. Le problème dans l'éternité, c'est que rien ne change. Donc il faut avoir une brisure. Comment avoir une brisure avec le premier homme? N'oubliez pas, c'est lui qu'elle va voir en premier au moment où elle va naître. C'est aussi le premier homme avec l'aspect de Camus. Le premier homme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien avant. Donc, cet instant-là va être une modification de l'instant. L'instant est un morceau d'éternité, mais un morceau d'éternité qui est capable de changer. Et c'est la confrontation des deux qui va engendrer ça. Et l'explication de Prométhée est la suivante. L'éphémère est à l'origine de l'éternité de l'instant. Alors que pour être humain, il faut avoir une épaisseur temporelle. Si vous avez juste de l'instant, vous êtes encore dans l'éternel. Si vous avez une épaisseur temporelle, vous avez un début et une fin. Oui? Seulement, il aura fallu ton intelligence pour le découvrir. Le savoir absolu lui-même n'est rien sans l'exégèse du génie. Ah, ça c'est un problème. Le savoir absolu, c'est justement les dieux savent tout. Mais tout savoir ne veut pas dire expliquer. C'est toujours le problème de la bibliothèque et du bibliothécaire. La bibliothèque, c'est tout. Si vous définissez l'objet, la bibliothèque, l'ensemble des livres, elle sait tout. Enfin, il ne vous dit rien. C'est toujours à vous de le lire. Si vous avez accès à un bibliothécaire, ou même à un libraire, comme ça vous arrive, quand vous demandez conseil, et en fait, des fois, vous demandez conseil à un libraire qui n'a pas forcément lu. Mais il va vous dire, vous lisez quoi en général? Et il va vous entraîner dans un discours, si vous voulez, pédagogique, ou à partir de ce que vous savez, il peut vous faire évoluer sur un livre qui correspond à votre trajet intellectuel. Donc là, c'est à peu près la même chose à travers cet échange-là. Ne crains-tu pas que Zeus n'apprenne ta venue dans le Caucase, au bord du ciel et de la mer? À présent que je connais l'aube, je ne crains plus le crépuscule. Prends garde, Athéna, car le crépuscule des dieux durera encore des siècles. Depuis cet instant, les siècles ne sont plus rien. J'attendrai l'aube de l'humanité. Tu ne crains plus les mortels, la création de Zeus. Que sont les mortels de Zeus face aux hommes de Prométhée? Vous voyez la différence maintenant là? On comprend bien que les mortels de Zeus, ce sont en fait les esclaves, alors que les hommes de Prométhée, c'est les hommes libres qui ont accès à la connaissance. C'est assez intéressant parce que c'est pas comme le coup du paradis avec la pomme. Vous voyez? Très différent. Donc, et Prométhée répond, donc, que sont que sont les mortels de Zeus face aux hommes de Prométhée? Et Prométhée répond, l'ignorance face au savoir de l'ignorance. Et le savoir de l'ignorance, c'est Ida, donc je sais que je ne sais rien, qui n'est pas un savoir, mais un méta-savoir. Non, je ne crains qu'une chose, mon amour, le massacre des innocents. Combien de torches devront brûler pour éveiller l'humanité? Chacun de ces faits apportera sa lumière à l'humanité, donc c'est les penseurs. La lumière naîtra du feu. Comment supporter tous ces sacrifices? Comme une nécessité. L'humanité naîtra des cendres de la lumière. Ainsi. Alors, les cendres de la lumière, c'est une vision, si vous voulez, poétique pour parler de quoi? Des livres. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, à un moment, les régimes autoritaires brûlent les livres. C'est pour ça. Donc, il faut imaginer que je vous ai rappelé à un moment par rapport à la position entre
Léonidas et Xerxès répond, ça c'est important ça, dans la thématique de la pensée grecque. Xerxès dit que tu me résistes, je te détruirai, j'effacerai toute trace, il ne restera plus rien. Je brûlerai tous les écrits des penseurs grecs, je brûlerai tous les historiens, je les tuerai tous, plus personne ne saura que vous avez été là. Bon. Or, vous savez bien ce qui se passe, c'est que Léonidas laisse un des siens partir, et d'ailleurs vous avez l'épitaphe, la fameuse, qui dit va leur dire comment se sont battus les Spartiates. C'est-à-dire que toute l'idée, en réalité, et là ça peut vous surprendre à l'envers, si je vous disais par exemple, quelle est la différence entre la culture et le tourisme? Bon, vous avez une tendance naturelle à dire que la culture c'est là, et le tourisme c'est très bas. Bon, alors des fois, après on dit tourisme culturel, etc. Si je vous disais une phrase dans le genre du texte, que le but de la culture, c'est le tourisme. Et donc maintenant, essayez de réfléchir à la façon des Spartiates. Si la bataille avait eu lieu, et ils avaient tous été éliminés, et personne ne savait, plus rien, eh bien, il n'aurait pas eu lieu. Donc, la seule chose qu'on demande à la personne qui vient, c'est passant, regarde comment ils se sont battus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est touriste, souviens-toi de ce qui s'est passé ici. Parce que qui d'autre va se souvenir? Parce qu'imaginez un endroit où il n'y a pas de tourisme. Ben, les gens meurent au fur et à mesure, il ne reste plus rien. Par exemple, des villages qui se désertifient. Donc, l'idée, c'est le tourisme, pour moi aussi, c'est l'art de rien faire pour mémoriser. Alors, bon, évidemment, n'oubliez pas qu'on l'a transformé, peut-être qu'il est dégénéré, dans le sens où c'est massif, les gens simplement se déplacent, ils sont contents, mais n'oubliez pas qu'on a des grands textes littéraires qui proviennent en fait de carnets de notes de voyage. Donc c'était vraiment le tourisme normalement de base. On pourrait dire, voilà, il pense au journal natif. Simplement, son journal natif, c'est devenu un truc qui est la trace de l'époque. Et bon, avec des gens comme Chateaubriand, etc., on se dit, il a bien fait de passer par là, quand même, parce que sinon, on ne serait pas nous-mêmes. Si vous voulez, comme thématique, c'est la différence entre l'acteur et l'individu. Demandez à un individu de jouer son propre rôle. Il sera souvent mauvais, alors qu'en fait, il joue son propre rôle. Et en demandant à un acteur de jouer son rôle, il va le mettre en exergue. Donc, là, continuons. Donc, après l'humanité naîtra des cendres de la lumière. Ainsi, ton supplice n'était que le symbole de cette nécessité. La première vision de la lutte de la nécessité contre le hasard. Le destin de l'intelligence. Non, sa légende. Alors ça c'est important. Pourquoi on dit légende? Pour nous, l'essence de l'histoire, c'est la légende. Ce que retient la légende, c'est l'essentiel de l'histoire. Alors qu'on a une tendance naturellement à dire que c'est un mythe, c'est une légende, donc c'est faux. Or, souvent maintenant, on le sait bien avec les problèmes de la mythologie, et d'ailleurs même avec les fouilles archéologiques, si vous lisez la carte de Troie, vous dites, bon, c'est quelque chose de légendaire faux, bon, Schliemann, c'est comme ça qu'il a trouvé Troie. C'est comme ça qu'il a trouvé Mycène, pendant que les gens qui étaient de l'archéologie trouvaient qu'il était complètement saugrenu de lire ces textes et de leur donner une valeur. Donc, la légende, le mythe, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que la différence en grec entre mythe, en sens négatif, c'est qu'en fait, ça serait le paramythe. Et là, c'est le conte. Le conte, on sait clairement que c'est faux. C'est pas qu'on trompe l'enfant, c'est que c'est un conte. Et là, on dit paramythe. Alors que le mythe, c'est pas pour enfants, c'est mythe. Voilà. Vas-y. Le destin de l'intelligence. Voilà, non, sa légende, après. Chaque jour passé dans la religion des dieux sera expié par le feu. Et chaque feu donnera le jour à l'humanité. En nous enfonçant dans la pénombre de la nuit,
Nous nous approchons du jour où le monde s'éveillera. Et chacune des beautés brisées par le temps sera l'élément originel de ce nouveau monde, Comme si les dieux étaient nés pour donner vie aux hommes. en mourant. Nous sommes nés du désir des hommes de devenir des immortels, et nous mourrons afin que les mortels deviennent des hommes. Que vaut un rêve s'il ne donne pas naissance à la vie? La vie d'un Dieu, nous ne sommes qu'un immense rêve de l'humanité. Athéna, tu es le plus beau rêve de ma vie. Seulement j'ai peur que le rêve ne doive cesser. J'ai peur. C'est de ton rêve qu'est née ma vision. Seulement le rêve doit mourir pour que ta vision devienne réalité. Je suis le feu de ta lumière. Alors Athéna, nous collerons ensemble dans la pensée de l'humanité. Voilà, donc c'est comme ça que se conclut la pièce, enfin l'oratorio. Alors l'idée, on vous a montré, alors évidemment c'est toujours dénaturé quand on lit le texte comme ça, mais donc imaginez, je le redis, donc des passages plutôt donc, théâtraux comme échange, et le monologue donc chanté, donc soprano et au piano, donc leader, donc assez long en termes de forme et de structure, et avec un positionnement un peu en crescendo, donc un passage aussi en mineur, en majeur. Et tout ça, finalement, se poursuit ensuite par le senteur et le temps qui correspond à une œuvre plus complexe avec beaucoup plus de personnages. Parce que là, l'idée, c'était en passage en oratorio d'avoir très peu de personnages pour mettre en exergue aussi la musique par rapport à un texte relativement sobre, mais vous voyez des phrases très compressées, où quand vous les entendez, après vous dites qu'il faut quand même y repenser. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc moi j'ai dit l'ensemble de ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas des questions, vous êtes libre, comme disait Prométhée, par rapport aux hommes. Et donc, essayez de retenir, pour ceux qui n'étaient pas aux précédentes conférences, donc c'est une trilogie sur, on pourrait l'appeler donc le pathos à la grecque, hein, la passion. Donc, Achille était décédé, Ulysse et Calypso, Prométhée et Athéna. Donc, là vous avez l'ensemble de la structure. Et c'est accessible donc via Internet, si vous voulez le lire, et retrouver l'ensemble des trois. Voilà, donc merci pour votre patience et votre courage. Voilà, donc si vous avez des questions, je réponds. Si vous n'en avez pas, on va le dire. C'est bon, vous avez l'air d'être bien d'accord. Oui, quelle question? Qu'est-ce que c'est que l'éveil humain? L'éveil, il faut passer par la pensée, c'est-à-dire qu'apparemment, après, c'est la libération, à savoir que l'éveil, c'est le premier étage de l'état. Donc, si on a un éveil, après, on va avoir la nécessité de l'évolution. Si on n'a pas d'éveil, on n'a pas la nécessité d'évolution. Par exemple, souvent, on dit les ordinateurs ne pensent pas. C'est faux, ils pensent, simplement, ils ne le savent pas. Parce qu'il faut forcément avoir une pensée sur une pensée pour avoir la notion de conscience. Bon. Donc, l'éveil, ça va être justement ça. Dans la forme, tu te rappelles les 4 phrases de Bouddha, quand il disait il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas. Il faut les laisser tranquilles. Il y a des gens qui savent, qui ne savent pas. Donc, c'est l'équivalent de Socrate. Donc, il faut leur enseigner. Il y a des gens qui ne savent pas, qui savent. Il faut les éveiller. Et il y a des gens qui savent, il faut les suivre. Voilà. Donc, normalement, la première étape, enfin la première branche, je ne vous surprends pas trop, ça je connais. Pour la deuxième, comme on a l'exemple de Socrate, on se dit quand même, bon, si Socrate, mais quand même, on pensait quand même que Socrate c'est assez haut. Alors que là, on dit qu'on a encore d'autres couches. Alors, donc l'exemple caractéristique de celui qui ne sait pas qu'il sait, alors que ça vous paraît un paradoxe, imaginez votre propre individu en train de dormir et je vous pose une question. Donc vous ne répondez pas. Je vous réveille, je vous repose la même question, vous répondez.
Ça, c'est pour ça qu'on appelle l'éveil. Donc pour eux, c'est par rapport à cet éveil. Mais pourquoi je dis que c'est pas l'étape finale, c'est parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle sait. On a eu un changement avec un type d'éveil de type quand? Eh bien, avec la bombe atomique. Parce que la bombe atomique, c'est la première fois que l'humanité a réalisé qu'elle était capable de se suicider. Avant, elle était capable de se blesser. Sur l'ensemble des humains. Mais une blessure de cette envergure, avec la montée, vous vous rappelez, USA et l'URSS, et c'est pour ça qu'après il y a eu une désescalade, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient tuer la Terre plusieurs fois, ça passait beaucoup de fois. Donc, ça c'est l'éveil. Donc l'éveil demande en fait une nécessité d'évolution, mais l'évolution n'est pas l'acquisition du savoir, parce que la grande thématique qu'on retrouve dans cette pièce aussi, c'est il faut simplement savoir comment apprendre. Si vous savez comment apprendre, vous pouvez